Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Julie Bourreau, cofondatrice de Ramdam Social, une jeune entreprise à mission qui transforme nos achats du quotidien en aide concrète pour les personnes en situation de précarité. Julie nous raconte comment, avec son associé Luc Olivier, ils ont mixé leurs expériences dans la grande consommation à leur envie d'avoir un impact social fort, en redistribuant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise à des associations comme le SAMU Social ou le Secours Populaire. Elle revient sur la rapidité de développement de la marque, leurs ambitions et convictions qui ont déjà convaincu plusieurs grandes enseignes et nous explique comment ce succès repose sur un modèle de produit-partage simple. Ce sont des produits gourmands, fabriqués en France, accessibles en prix et qui soutiennent directement des actions solidaires. Par exemple, un paquet de chips acheté, c'est une soupe chaude distribuée avec le SAMU Social de Paris. Ou un paquet de cookies acheté, c'est 1,5 portion de fruits et légumes offerts à une personne dans le besoin avec les banques alimentaires. La discussion nous amène aussi à parler de l'importance de nouer des relations de confiance avec les producteurs et les distributeurs, ou encore les dessous de la création de l'identité de marque de Ramdam Social, positive, colorée, joyeuse, sans culpabilisation. Bref, un témoignage inspirant pour toutes celles et ceux qui veulent conjuguer business et solidarité dans un même élan. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, une équipe passionnée d'innovation qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques. Je suis surtout un grand curieux des gens qui entreprennent et qui innovent et c'est tout l'objectif de ce podcast que de vous amener dans les coulisses de ces startups. Allez, maintenant place à notre épisode avec Julie, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Julie. Salut Guillaume. Merci de me recevoir dans vos tout nouveaux locaux. Là, vous avez déménagé il y a quelques jours, pas bien loin. Je suis hyper content et enthousiaste d'enregistrer cet épisode avec toi. Je vous ai découvert finalement assez tôt dans votre développement. Et en fait, depuis, j'ai l'impression que c'est un train mais lancé à toute vitesse et qui n'en finit plus d'accélérer. Et on peut s'en réjouir parce que on va en parler aujourd'hui. Ramdam, si Ramdam a du succès, eh ben ça va ruisseler sur plein de choses, plein de gens, et donc on peut s'en féliciter. Donc bienvenue sur ce podcast. Il y a des épisodes parfois je laisse très ouverts, discussion très large, et en fait en préparant là il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder que j'ai finalement utilisé cette grille là du marketing mixte qui a énormément évolué. Au début c'était les 4P, le truc qu'on a certainement vu tous les deux en école, ouais. Avec le prix, place, promotion et j'en oublie un dernier, product. Et en fait maintenant il y en a plein d'autres, donc on va parler de ces 4 là, mais on va aussi parler des partenariats, parce que il y a une notion très forte dans la mission de Ramdam sur le côté partenariat, des process, des produits, du perso aussi, bref un sacré programme. Ça te va? C'est canon. Top. De toute façon, si tu m'avais dit non, j'aurais été mal. On va démarrer en fait avec le côté quand même personnel pour savoir qui tu es toi et qui est Ramdam. Donc dis-nous tout. Qui es-tu, Julie? D'où viens-tu? Ce qui est très drôle aussi, c'est qu'on s'était croisés il y a pas si longtemps à la crèche, puisqu'on avait nos enfants à la MAM, oui, exactement. Nos enfants ensemble, donc c'est marrant de se retrouver dans un contexte totalement différent. J'ai pas voulu le dire parce que je voulais pas moi aller sur le perso, mais vu que tu le dis, ça me dérange pas du tout. Tu me demandes de parler de mon perso, donc forcément je t'entraîne un petit peu. Non, j'ai 38 ans. Je suis plutôt originaire de l'Est de la France à la base. Je viens d'une famille pour qui l'impact social, ça a toujours été un peu au cœur. Et donc j'ai grandi comme ça, avec une famille très impliquée dans le milieu associatif. Mon grand-père qui crée le premier club de foot du village. Ma mère qui est aussi très investie dans ce milieu. Et après, moi j'ai fait un parcours assez classique, prépa, école de commerce, grand groupe, avant de rencontrer Luco et de monter Ramdam ensemble il y a 2 ans. Ok. Et
tu disais très impliqué, donc ça veut dire que toi, tu as eu un lien avec le monde associatif, donc de par tes parents, mais toi, tu as été engagé tout au long de ta vie ou sensible en tout cas Ouais, ça. j'ai toujours été hyper sensible dans mes études. Je faisais, tu vois, des cours de soutien scolaire hein, dans des milieux un peu plus défavorisés. J'ai toujours été hyper sensible aux marques qui avaient un engagement social aussi. Je vais pas toutes citer, mais genre je travaillais pour Roger Cavaillès et on a un partenaire qui était Gynécologie sans frontières. On utilisait déjà ce système de produits partage pour financer Gynécologie sans frontières. Je travaillais chez Innocent aussi où 10% des bénéfices sont redistribués à une association, enfin une fondation qui lutte contre la faim. Donc j'ai toujours été hyper sensible à ces sujets. Après, je suis pas un modèle d'engagement associatif, loin de là. Non, mais en tout cas, comme beaucoup, je pense aussi, du coup, on est de la même génération, mais voilà, on a finalement grandi aussi avec ce genre de discours où on l'a senti que le monde changeait, etc. Et du coup, je pense que ça forge beaucoup aussi notre état d'esprit dans notre vie future, de notre conscience finalement, que ça soit écologique, social, etc. Et tu l'as dit là t'as eu donc des parcours et t'as cité Innocent, mais il y a eu aussi un passage chez le groupe Bell, donc en fait il y a aussi. Alors le groupe Bell, c'est Luco. Ah non, c'est Luc Olivier. C'est Luco. Bon, on parlera mais de je Luc pourrais Olivier. t'en parler si tu veux. Je serais beaucoup plus à l'aise à te parler de Luco qu'à te parler de moi d'ailleurs. Non. Mais en tout cas, il y a un passage chez Innocent notamment, et c'est un premier contact aussi avec le monde agroalimentaire, on va dire. Et est-ce que qu'est-ce que tu as appris là-bas? Est-ce que ça a forcément été des premières pierres sur la suite, quoi? Maintenant que tu le vois rétrospectivement, est-ce que le passage là-bas et évidemment la rencontre avec Luc Olivier, mais ça t'a amené jusqu'à Ramdam? Et après, tu vas nous pitcher aussi Ramdam. Je suis arrivée chez Innocent en 2016. Donc l'entreprise, je crois, à l'époque faisait 5% de part de marché. Quand je suis partie en 2020, on était plutôt à 36% de part de marché. Donc j'ai vécu cette croissance incroyable, cet engouement autour de la marque. En pensant que c'était limite un peu normal, tu vois. Toutes les semaines, on nous partageait les nouvelles. Il y avait une transparence vraiment totale chez Innocent à ce moment-là. On nous partageait les chiffres de croissance et j'avais l'impression que c'était normal, tu vois, de faire du plus 30% toutes les semaines. Je me suis rendu compte après coup que ça ne l'était pas. Mais ce que j'ai aimé chez Innocent, je suis arrivée chez Innocent un petit peu par hasard. C'était un moment où je me cherchais dans ma vie, où je me demandais, j'aimais bien le marketing, mais de là à être 100% marketing, c'était pas trop mon truc. Et en fait, Innocent proposait à ce moment-là, comme c'était une jeune entreprise, des postes où tu touchais un peu à tout. Et moi, sur le poste sur lequel j'ai été recrutée, il y avait de l'innovation produit, mais il y avait aussi construire une expertise en catégorie management. Donc, je suis arrivée vraiment pour le poste et pas pour Innocent, en pensant limite à l'époque que c'était un peu du marketing, pas forcément très fondé. Et j'ai halluciné quand je suis arrivée de voir en fait que déjà tous les gens autour de moi étaient hyper compétents. Enfin, c'était vraiment j'ai vraiment été bluffée par ça et qu'il y avait une espèce d'émulation autour du projet. On travaillait beaucoup en se disant, en fait, à chaque fois qu'on vend une bouteille de smoothie, c'est 10% des bénéfices qui sont redistribués à une fondation indépendante. Donc, on vivait ce projet à 200%. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai vécu l'implication, le fait de travailler pour un projet qui a du sens pour toi, et la start-up qui grossit et qui réussit, et ça c'était trop chouette. Et ce désir finalement d'entreprendre, il était existant parce que tu as dit je me cherchais, etc. Il a existé avant ou c'est venu vraiment après J'ai toujours été plus intéressée par les constructions le développement de nouveaux usages, le fait de construire des marques très rapidement, même en sortant d'école. Je suis allée travailler pour
Nescafé Dolce Gusto qui était tout petit à l'époque, c'était l'époque de Jamel Debbouze, donc c'était vraiment, voilà, je suis vieille. Ou Ineov qui était une start-up entre L'Oréal et Nestlé qui voulait révolutionner les compléments alimentaires. Ça m'a toujours beaucoup plus amusé de faire ça que d'aller chercher des points de part de marché supplémentaires. Après, l'entrepreneuriat, pas forcément une vocation parce que probablement un peu trop la trouille pour l'envisager comme chemin. Mais en tout cas assez intéressée par la création de nouveaux usages et de nouvelles marques depuis le début. De toute façon, la trouille, comme tu dis, et la peur, je pense que, tous les gens qui entreprennent finalement ont à un moment donné cette peur, quoi, parce que si t'as pas peur finalement, c'est qu'il y a pas de risque, et s'il y a pas de risque, est-ce que ça en vaut la peine, quoi. Là on part trop, je pars trop peut-être en philosophie, mais et donc. On n'a toujours pas présenté Ramdam et on a quand même mentionné deux fois Luc Olivier. Il y a un fort lien entre tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc avec Luc Olivier, on a créé Ramdam. C'est en fait une entreprise qui te permet, tout en achetant pour toi, d'aider quelqu'un d'autre. Donc pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Parce que aujourd'hui la précarité en France ça explose. C'est une personne sur 3 par exemple qui a du mal à se nourrir correctement. C'est un étudiant qui a des prêts sur le dos, c'est un retraité qui doit vivre avec 700 € par mois, c'est un travailleur de longue durée qui enchaîne les petits boulots. Donc on a une précarité qui est vraiment très forte aujourd'hui en France, avec des associations qui ont du mal à joindre les deux bouts parce que tu as de plus en plus de demandes d'aide et tu as de moins en moins de financement. Et en parallèle de ça, t'as plein de Français qui déclarent vouloir aider. C'est 2 personnes sur 3 en France qui trouvent que la précarité est pas normale et qui doivent faire quelque chose, mais qui le font pas forcément parce que t'as pas de moyens très simples de le faire. En revanche, elles font toutes leurs courses. Et nous, on s'est dit, en fait, on va utiliser leurs courses. C'est hyper simple. C'est quelque chose que tu fais au quotidien. Et on va utiliser ces courses pour pouvoir redistribuer de la valeur et aider concrètement quelqu'un qui en a besoin grâce à ça. Donc, si je te prends un exemple vraiment très simple, on a des super chips qui sont fabriqués à Guérande, cuites au chaudron, qui sont vraiment très bonnes. Et à chaque fois que tu les achètes, ça va nous permettre de financer la distribution d'une soupe pour quelqu'un qui est à la rue avec le SAMU social. Et ce qui est intéressant dans le modèle de Ramdam, c'est que au-delà de la redistribution de notre chiffre d'affaires, on parle pas de bénéfices, on parle de chiffre d'affaires, c'est à peu près 7 à 10% du chiffre d'affaires qu'on redistribue. Au-delà de ça, on va travailler aussi avec des PME locales, des producteurs à Guérande, à Manosque, à Carpentras, ce qui fait que nous on considère que l'impact social, tu vois, c'est global et c'est en soutenant ces PME locales qu'elles vont pouvoir créer des emplois, se développer et soutenir la précarité à long terme. Top. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec Luc Olivier, qui est mon associé. Et comment vous êtes rencontrés? Comment les premières discussions sur cette idée sont venues? Comment vous êtes mis aussi en route sur ce projet qui a fait que ça y est, vous vous lancez vraiment, vous passez de l'idée au projet puis à l'entreprise? Est-ce que tu peux raconter un petit peu de ces étapes-là aussi? Ouais, alors on se connaissait pas avec Luco. En revanche, Luco, il a toujours été passionné d'impact social. Faudra que tu le reçoives la prochaine fois, mais tu vois toutes les théories de Mohamed Younous. Il a toujours travaillé sur ça. Comment est-ce que tu allies impact social et business? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé une mission de freelance pour une entreprise allemande qui s'appelle Share, comme le partage, qui est une super belle boîte, et que j'avais évidemment spoté comme boîte parce que je suis aussi intéressée par l'impact social. Et j'ai vu un post de Luco sur LinkedIn, qu'on se connaissait pas, qui expliquait qu'il allait prendre une mission de free pour cette boîte allemande que moi je suivais depuis quelque temps. Du coup, je l'ai chassé sur LinkedIn et je lui ai dit, écoute, t'as besoin d'un binôme, tu pourras pas faire cette mission tout seul, donc je te rejoins. Et on a commencé comme ça, on a travaillé 4 mois ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes centres d'intérêt et qu'on aimait beaucoup
travailler ensemble. Donc quand cette mission elle s'est finie, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer quelque chose tous les deux sur ce modèle de produit partage. On est hyper complémentaires. Luco il a plutôt une casquette commerciale à la base, moi plutôt marketing. Il est hyper positif. Moi je suis plutôt comment dire, pragmatique, pragmatique, c'est ça, tu le dis positivement, c'est bien. T'es plutôt de la team Luco, toi, du coup. Mais du coup, on était hyper complémentaires et on aimait travailler ensemble, donc on a décidé de se lancer comme ça. Trop bien. Et on y reviendra peut-être un peu plus tard ou dans les autres questions que je vais te poser, parce que moi, il y a un truc qui me bluffe vraiment dans le cheminement et la construction de Ramdam, c'est la vitesse. Et il y a une forme d'ambition, qui est pas malsaine, je trouve, parce que parfois le mot ambition, surtout en France, il est un peu connoté. Mais moi, ce qui me bluffe vraiment, c'est ce côté, on enchaîne, quoi. Et j'ai l'impression, c'est ce que je disais en intro, c'est que vous allez très très vite et pourtant moi je viens du monde plutôt du software, tu vois, et faire des apps et du dev ça va vite aussi, mais des fois je me dis waouh, Ramdam ils sont en train d'aller tellement plus vite que l'énième plateforme de marketplace, tu vois, un peu basique, et des fois ça me semble complètement fou de voir que vous en 2 ans vous êtes dans des centaines et des centaines de magasins, qu'il y a des milliers de produits vendus, etc., là où t'as d'autres entrepreneurs qui restent un petit peu au chaud dans l'incubateur. Bref, ça c'est, tu vois, tu m'as dit que j'étais positif, j'ai quand même fait un petit tir ennemi, voilà. Mais ok, donc vous vous mettez d'accord sur ce projet et en fait il y a quand même, ça pourrait être vu comme quelque chose d'assez conséquent en fait, parce que lancer une marque, ça, toi t'as bossé dedans, tu sais faire, etc. L'agroalimentaire, vous connaissez ce que c'est, mais en fait faut choisir des produits, faut choisir des producteurs pour produire ces produits, ensuite faut aller voir des distributeurs. Comment ça se passe aussi ces débuts-là, comment vous passer justement de ce côté projet à côté vraiment on est une entreprise, on se lance et on y va, quoi. Est-ce que tu as des... Ouais, je pense qu'il y a pas mal de points pour répondre à ta question. Déjà, il y a la passion pour l'impact social où on a assez rapidement, donc nous Ramdam en fait ça appartient à la catégorie des produits partage. C'est assez développé dans d'autres pays. Je t'ai parlé de Share en Allemagne, mais il y a Thank You en Australie, Who Gives a Crap, One Water au UK, Tom Shoes aux US. Ça se développe vraiment beaucoup. Et du coup, nous on a repéré tout ça et on voit, c'est qui le patron en France? Enfin, on voit que en fait c'est un modèle qui existe déjà, qui marche déjà, et surtout qui aide plein de gens. Et donc je pense que pour répondre à ton point d'avant sur l'ambition, en fait l'ambition elle vient de l'idée que on peut aider des gens très rapidement, et plus on va vite, plus on aidera des personnes, et donc forcément ça t'encourage à aller hyper vite. Et après, honnêtement... Mais par exemple, vous avez démarré, je crois, avec les chips. Tu vois, qu'est-ce qui fait que vous démarrez avec les chips et pas un autre produit Alors, qu'est-ce qui fait qu'on démarre avec les chips? Eh bien, tout simplement, l'idée de se dire... je t'en ai pas parlé, mais moi, j'ai fait un petit passage dans la viande végétale. Okay. J'ai travaillé chez Les Nouveaux Fermiers, maintenant à Pivor, pendant 1 an. Et dans mon parcours, j'ai fait beaucoup d'innovations. Par exemple, le jus bleu d'Innocent... c'était mon époque. Et en fait, je vois la difficulté d'innover en agro. Ça te prend du temps, ça te prend de l'argent, c'est risqué. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Et l'argent, ça va être sur le temps que tu mets à développer le produit en soi, mais sur évangéliser. Si je te prends l'exemple de la viande végétale, faut déjà avoir un super bon produit, et derrière, faut expliquer pourquoi il faut consommer moins de viande, pourquoi est-ce que ton produit il est top, faut faire goûter. Et en fait, quand t'as cette urgence d'aider un maximum de personnes, t'as pas le temps de faire ça. T'as pas le temps et t'as pas l'argent. Donc on s'est dit, si on veut pouvoir aider rapidement les personnes, il faut être capable d'aller sur des produits qui sont consommés par une majorité de personnes. Tu prends l'exemple des chips. Les chips, t'as 95% des Français qui consomment des chips.
et en moyenne 8 fois par an. Donc imagine si tu arrives à convaincre ne serait-ce que 5% des consommateurs de chips qui consomment 8 fois par an, direct tu arrives à aller sur des volumes qui sont importants. Donc c'est comme ça qu'on a réfléchi notre première gamme de produits. Évidemment la production française, mais peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais surtout des produits qui vont permettre à un grand nombre de filer un coup de main rapidement. Ouais, mais en tout cas, ça pose bien les bases aussi de tout ce qui va suivre derrière. C'est-à-dire que vous, l'innovation, elle est sociale, elle est dans cette notion de redistribution, de partage sur votre chiffre d'affaires. Elle est aussi sur plein d'autres choses, mais pas d'innovation produit majeure en tout cas, comme tu le dis, parce que évidemment, ça demande, ça c'est des coûts, et ces coûts-là, après tu dois les répercuter sur le produit, et ça nous fait peut-être passer sur justement, tu parlais des partenaires. Donc il y a les associations, les distributeurs et les producteurs. C'est pas mal de parties prenantes. Comment on arrive à orchestrer tout ça, parce que vous définissez les chips, peut-être avec les autres produits, mais comment on arrive à faire un petit maillage qui met de la fluidité dans tout ça. Alors, j'aimerais te dire qu'on a été hyper méthodique et qu'on a commencé par faire ça, puis faire ça, puis faire ça. En vrai, c'est hyper empirique et tout s'est passé en même temps aussi parce qu'on voulait aller vite. On a commencé par rencontrer les assos pour leur parler du projet. Donc on a 3 assos partenaires depuis les débuts, c'est le Secours Pop, les banques alimentaires et le SAMU social, qui n'est pas une association mais qui est une entreprise d'utilité publique. Et on a commencé à leur parler du projet pour savoir ce qu'elles en pensaient, essayer de comprendre leurs besoins très rapidement. Ensuite, on avait cette conviction assez forte qu'il fallait faire des produits qui allaient parler à tout le monde. Ça voulait dire quoi, parler à tout le monde? C'est ce que je t'ai dit, un taux de pénétration élevé, une fréquence d'achat élevée, pour reprendre des termes de marketeux, mais aussi des bons produits. Parce que dans les convictions du début, il y avait personne ne doit faire de compromis. Donc le producteur doit être payé correctement, parce que sinon il sera en difficulté et ça luttera pas contre la précarité. Il faut que le distributeur gagne sa vie aussi correctement, parce qu'ils ont des magasins à faire tourner, et si jamais ils nous rendent un petit service, ils le feront pas régulièrement, ils pourront pas se le permettre. Donc il faut que le distributeur soit rémunéré correctement pour faire tourner son magasin, et il faut que le consommateur ait plaisir à consommer ces produits. Sinon, encore une fois, il le fera 1 fois, 2 fois, et puis après, il arrêtera. Donc, on est allé sur des produits hyper qualitatifs. Et on a commencé par aller rencontrer plein de... Tu sais, tu regardes, tu vas dans des épiceries fines, tu retournes les packaging, tu regardes à l'arrière qui est-ce qui produit, t'appelles. Et comment on a choisi nos producteurs? Déjà, des gens qui étaient capables de faire des super bons produits, qui avaient des usines avec une vraie conscience sociale, environnementale, donc avec de l'approvisionnement local autant que possible, pas de trucs bizarres dans la composition des produits. Oui, il fallait que ça soit aligné avec le projet, de Ramdam, c'est sûr que... Et alignement aussi, je te disais, il y a à peu près 45 millions de Français qui veulent lutter contre la précarité et qui savent pas trop comment faire. Dans les producteurs, il y en a aussi, tu vois. Et donc du coup, on est allé voir des producteurs quand on leur a parlé du projet. Brewen, donc qui est notre chipsier en chef à Guérande, il a direct adhéré au projet, et on s'appelle hyper souvent, et il est hyper passionné par le projet, autant que moi, et je pourrais te parler du couple Antoine et Émilie qui font nos biscuits apéro à Manosque aussi, c'est pareil. Et à partir du moment où le produit est canon et qu'en plus t'es aligné sur les valeurs, ça va hyper vite. Et en plus, vous aviez aussi, c'est génial, hein, mais vous avez aussi regardé des professionnels, des gens qui étaient capables de faire aussi du volume, parce que évidemment pour l'ambition que vous aviez d'aller vite, etc. C'était essentiel, quoi. Et la qualité du produit est essentielle. Donc on est allé chercher une expertise quand même, parce que après, quand tu travailles avec la grande distribution, ou même quand tu as une exigence envers ton consommateur, tu peux pas te permettre d'avoir des loupés sur la qualité du produit ou de la variabilité dans le temps.
Carrément. Et puis ce genre de produit, en plus, tu peux peut-être il y a ce côté, tu peux ne pas être fidèle à une marque de chips ou de biscuits, voilà. Mais par contre, si tu trouves la bonne marque, moi, c'est sûr que tu vas la racheter et surtout si c'est bon, en fait, c'est la base, quoi. Et c'est sûr que, bon, vos biscuits, vos chips, etc., ils sont top. Et je pense que ça fait partie aussi de vos motivations, c'est de te dire, pas de compromis sur le goût, etc., parce les gens peuvent peut-être venir acheter la première fois pour la mission, c'est-à-dire, ils le voient passer dans le rayon, ils disent, ah, c'est sympa, etc., je vais prendre le paquet. Mais par contre, ils vont certainement racheter aussi pour un deuxième facteur qui est mais en plus c'est super bon et ce que tu disais sans compromis, quoi. Donc ça c'est quand même une belle prouesse, quoi. Bravo. C'est un peu l'idée de se dire t'as déjà prévu d'acheter des chips, soit t'achètes une marque de chips lambda, soit t'achètes les nôtres qui sont bonnes, qui sont pas plus chères, au prix de la qualité française, et qui en plus aident quelqu'un. Donc du coup pourquoi tu le ferais pas, et du coup c'est sans effort pour toi d'aider les autres. Ça, là on parle que de choses positives, mais parfois le monde de la grande distrib, on dit que c'est un peu la guerre, quoi, se faire sa place dans les rayons. Il y a des gros enjeux là-dessus. Vous, les premières fois que vous êtes arrivé en magasin, ça s'est bien passé à chaque fois. Est-ce que vous n'avez pas eu d'anecdotes particulières que tu pourrais me raconter ou... Alors, tu sais, au début, tu négocies avec les enseignes au niveau national. Ouais. Et après, donc nous, en l'occurrence, 6 mois plus tard, on est arrivé dans les premiers magasins. Et c'était un moment, donc notre premier partenaire historique, c'est Carrefour. Et c'était un moment où chez Carrefour, c'était un petit peu compliqué parce que ils réduisaient des codes. C'est-à-dire que tu imagines ton rayon de chips, je sais pas moi, il y a X codes. Et du coup, l'enseigne avait fait le choix de réduire le nombre de codes pour faciliter la logistique. Enfin, c'était en plein moment d'inflation. Et du coup, nous, quand on arrivait en magasin, on se disait, oh là là, mais on va arriver avec des gens qui travaillent, qui ont déjà du mal à réduire le nombre de codes, et nous, on va leur dire, vous allez en rajouter 2. Ils vont nous recevoir comme jamais. Et en fait, les personnes qui travaillent dans ces magasins, c'est des personnes pour qui la précarité alimentaire, c'est un sujet, ouais. C'est un sujet. Et au final, non seulement ils ont pas tiré la tronche quand on est arrivé, mais ils nous ont filé mais vraiment beaucoup de coups de main en disant mais le projet il est super, mais attends, on va se mettre à cet emplacement, comme ça tu seras visible. Nous on est arrivé avec des meubles en plus en leur disant faut que on soit et dans le rayon et en plus dans un meuble qu'on va te mettre à côté. Enfin, moi, je pensais qu'ils allaient jamais nous suivre. Et en fait, ils ont été partants direct parce que c'est hyper concret, en fait. Ça donne du sens à tout le monde, ce projet. Et on l'a dit, chaque produit vendu, il a un impact. Comment vous le mesurez ? Comment ça s'établit, tout ça ? Enfin, comment on sait que ça équivaut à une soupe, tu vois ? Et raconte-nous un petit peu tout ça, parce que ça peut paraître en fait un peu magique, tu vois, de dire j'achète un paquet de chips, ça offre une soupe. Comment ça se matérialise derrière véritablement ? Est-ce que ça se fait de manière mensuelle, que vous reversez cet argent-là ? Comment vous vous assurez aussi que les associations utilisent l'argent pour faire les projets que vous avez mis sur le packaging ? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Quand tu discutes avec les associations, elles ont plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'elles manquent de financement, puisque le nombre de personnes en situation de précarité qui demandent de l'aide augmente et que les financements n'augmentent pas. Donc elles vont avoir plusieurs façons de répondre à ces besoins de financement. Soit elles vont répondre à des appels pour des subventions, enfin elles vont essayer d'aller décrocher des subventions auprès de différents acteurs, soit elles vont faire des campagnes de dons où elles vont solliciter soit des entreprises, soit des particuliers. Ce qui est compliqué pour elles, c'est de se projeter sur leurs finances. Je sais pas, comme une entreprise où toi tu connais ton budget à peu près à l'année, elles sont dépendantes de ces périodes de collecte. Donc ce qui était important pour nous, c'était de se dire, à terme, avec Ramdam, elles vont savoir combien d'argent on va pouvoir leur apporter sur leur compte tous les mois. Ouais, ça c'est génial, ça leur offre une visibilité sur leur budget annuel, surtout que vous, potentiellement sur des produits, il peut y avoir un peu de variabilité. Enfin, j'imagine il y a plus de ventes de chips quand il fait beau, parce qu'il y a les apéros, etc. Exactement. Et donc, tu peux
piloter finalement ton budget en fonction aussi de cette ressource qui arrive, quoi. Non, c'est ça. Alors là, c'est clairement pas le cas. Aujourd'hui, la logistique, c'est vraiment un sujet. La prévision des ventes, c'est vraiment un sujet parce que on est encore une jeune entreprise. Mais dans mes expériences passées, j'étais capable de dire à peut-être 5-10% près combien j'allais vendre de jus d'orange sur le mois d'après. Donc on a eu cette envie de se dire, on va leur apporter de la tranquillité, de la visibilité, ce qui fait qu'elles vont pouvoir se concentrer sur le terrain, sur leur expertise qui est d'aider les gens. Donc on a signé avec elles ce qu'on appelle des contrats de partenariat, qui est différent du mécénat. Pour info, on ne défisque pas, on ne défisque pas le nom. C'est vraiment un contrat de partenariat qui fait que on a défini avec elles un montant financier qu'on est capable de dégager par vente unitaire. Et elles, avec ce montant financier, elles sont capables de financer telle ou telle action. Et c'est hyper transparent. Nous, c'est notre expert comptable, donc qui est indépendant, qui est accrédité, qui va leur transmettre nos chiffres de vente et la somme correspondante. Et puis elles vont nous fournir des rapports d'audit montrant qu'il y a bien X soupes qui ont été distribuées. Génial. Et on essaie d'être vraiment hyper transparent aussi pour la personne qui achète nos produits. On a un compteur de dons où toutes les semaines, tous les vendredis, on met à jour le nombre de dons qu'on a réussi à générer. Ok, trop bien. Il y a un des autres casse-têtes, on en a parlé. Alors j'ai un petit peu explosé mon script. À la base, je m'étais dit je vais faire étape par étape. Il y a des trucs qui se croisent un petit peu. On a parlé de la distribution et de se faire une place, etc. On a parlé aussi de ces premiers coups de main finalement qu'ils vous ont donné. Et finalement, vous, la meilleure preuve que vous avez pu le faire, c'est que les produits se vendent. Et donc du coup, faut continuer à les référencer. Est-ce que il y a une stratégie particulière aussi pour étendre votre distribution en France? Comment ça se passe, tu vois, peut-être pour des gens qui voudraient aussi se lancer dans ce type de projet? Je sais que il y a des réseaux en fait de distributeurs. Tu peux parler au siège, mais tu peux aussi parler en local. C'est je crois le cas pour Leclerc dans le sud-ouest pour l'instant pour vous. Et raconte-nous un petit peu aussi comment ça se passe de se développer, et est-ce qu'il y a des magasins tests et finalement après un magasin test tu peux ouvrir plus largement? Ouais. En fait, nous très rapidement, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille travailler avec la grande distribution. Déjà parce que c'est notre expertise avec Luco. Et ensuite parce que si tu veux aider des personnes, il faut que tu ailles là où il y a le plus de volume de vente. Et aujourd'hui, c'est dans ces magasins que tu peux générer le plus de ventes rapidement. Donc, on est allé taper à la porte d'un petit peu tout le monde. Une fois que le projet a été ficelé, qu'on avait on avait, je crois, une trentaine de produits avec des producteurs et des associations. Et on est allé taper à la porte de plusieurs distributeurs. Il y a plusieurs façons de faire. En général, ce que font les startups, c'est le fameux POC, Proof of Concept, où tu vas soit faire une campagne sur Ulule, faire un site e-commerce, soit tu vas effectivement convaincre une dizaine de magasins, tu vas regarder comment ça se vend, et puis après, tu vas aller au-dessus en disant, voilà, j'ai fait ce test dans ces 10 magasins, regardez, ça marche bien. Et nous, on voulait aller vite, donc on voulait pas passer par ça, parce que on avait vraiment envie d'aller vite. Et en plus, on pouvait pas se le permettre, pour être honnête, parce qu'on n'a pas parlé du modèle de Ramdam, mais comment on arrive à redistribuer 10% de notre chiffre d'affaires aux associations, c'est pas de la magie, c'est que on a été obligé de couper certains coûts. Tu prends Veja par exemple, ils ont coupé tous les coûts marketing, pub, pour pouvoir faire des baskets plus vertes, plus sociales. Nous, on a fait exactement la même stratégie, en se disant qu'est-ce qu'on peut couper. Et dans ce qu'il fallait qu'on coupe, c'était la logistique. On pouvait pas se permettre d'aller livrer les magasins un par un, parce que c'était beaucoup trop cher pour nous. Donc, il fallait absolument qu'on arrive rapidement à convaincre une enseigne de nous donner beaucoup de magasins.
Et ça, les enseignes, elles aiment pas trop parce que forcément, c'est une prise de risque qui est énorme. Tu vas les voir, tu tapes à leur porte et tu dis, j'ai pas vendu un seul produit, mais tu vas me référencer dans 60 de tes magasins, s'il te plaît. Et nous, on a eu, encore une fois, je te dis, c'est un projet collaboratif parce que malheureusement, on est sur un sujet qui parle à beaucoup de monde. Tout le monde a cette précarité, tout le monde a envie de faire quelque chose, mais sait pas trop quoi faire. Et c'est le cas aussi des distributeurs. Donc, on a discuté, on a eu de la chance, on a discuté très rapidement avec Carrefour qui nous a écoutés. Avec Leclerc aussi, on a gagné un concours Agropole où dans les membres du jury, il y avait Monsieur Lenière qui est le responsable des PME chez Leclerc, qui a adoré le projet. On a aussi assez rapidement discuté avec le groupe Casino, ce qui fait que Carrefour nous a fait confiance. On est arrivé dans 90 magasins en février 2024. Un mois après, on était dans les Leclerc du Sud-Ouest, puisqu'on est bordelais. Et le mois d'après, on était chez Franprix. Le mois encore d'après, on était chez Mona, puis chez Cora, puis chez La Tournée. Et en fait, on a un nouveau distributeur par mois parce que c'est un projet qui fait du sens et c'est des produits qui sont bons et qui répondent aux attentes des consommateurs. Donc ouais, tout s'aligne en fait finalement. Et en plus, vous êtes en capacité, vu qu'on le disait que vous avez bien choisi vos producteurs, de tout de suite répondre aux attentes, quoi. Là où tu as des petites boîtes qui se lancent avec des petits volumes, etc., ben ils peuvent pas toujours être en capacité de livrer. Donc c'est vrai que vous avez cette force-là, quoi. Et on a fait attention aussi, toujours dans cette idée de projet collaboratif. Tu vois, on a écouté les assos pour savoir ce dont elles avaient besoin. On a fait attention aux distributeurs aussi, mais aux producteurs. Ce qui peut être parfois compliqué quand tu as un projet en agro, c'est que tu vas demander de la complexité à ton industriel qui va devoir soit s'approvisionner sur des matières spécifiques, soit acheter des machines pour adapter sa ligne de prod, soit juste trouver du temps sur son planning de prod pour toi. Nous, on a pris des bons produits de qualité, mais qui sont simples, qui savent déjà faire. Donc, en fait, tu leur apportes peu de complexité, finalement, et des économies d'échelle. Donc, ils ont été partants assez rapidement aussi. Donc là, ça continue d'ouvrir des magasins chaque mois. Je sais que vous êtes aussi assez créatif. Hein. Ça, c'est ce qui vous caractérise aussi. Juste après, on va faire un focus sur un peu la partie marketing de Ramdam. Mais au-delà de la grande distrib, est-ce qu'il y a des lieux qui te feraient rêver ou voir les produits Ramdam? J'ai été hyper contente quand on est rentré chez La Tournée. Tes produits sont consignés, c'est des courses en produits consignés. Nous, on a des convictions environnementales avec Luco, mais assez rapidement, on s'est dit que on pouvait pas tout faire. Donc, est-ce que c'est environnement, est-ce que c'est social? Nous, on a pris le choix du social. Ce qui fait que t'es environnemental parce que t'es local, donc ça a un impact aussi sur l'environnement. Mais on s'était dit, on sera pas moteur sur l'environnement parce que, on peut pas tout faire. Et j'ai été trop contente quand on est arrivé chez La Tournée parce que du coup, ça nous permettait aussi de tester d'autres façons de fonctionner, d'explorer le vrac. C'était une petite complexité aussi en faisabilité, mais hyper contente. Et sinon, quand on est arrivé dans des cinémas ou dans des salles de spectacle, ça a été un moment trop chouette d'aller à un concert à la Bellevilloise, qui est une salle à Paris, et de voir des gens en train de prendre des chips avec leur bière au bar. Génial. C'était trop cool comme moment. Ben oui, parce qu'en plus ce qui est quand même très chouette, qui fait un peu partie de votre ADN, c'est ce côté non culpabilisant et assez joyeux finalement. Et on peut faire d'ailleurs un clin d'œil au café joyeux aussi. Ouais, mais enfin, ça c'est vraiment très chouette. Donc du coup, abordons peut-être ce sujet de la communication. Vous aviez une vision aussi très claire dès le début, parce que dès le nom, moi je trouve qu'il y a quelque chose. Tu vois, rien que Ramdam, ça en dit long. Comment ça s'est passé un peu cette définition d'écosystème de marque finalement? Parce que là, c'est ta zone de confort. Pour le coup, là, c'est là où tu t'amuses. Ouais.
dès le début du projet, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit la solidarité, c'est chiant, franchement. Et en y réfléchissant, on s'est dit, au début, on s'est un peu vexé, évidemment. Ouais. Et après, on s'est dit, il y a peut-être un fond de vrai. Il a quand même pas tard. C'est vrai que quand tu regardes, par exemple, les communications des associations, elles ont un rôle de donneur d'alerte. Donc forcément, c'est des coms qui sont durs, qui sont pas très agréables. T'as eu pas mal d'innovations à une époque sur tout ce qui est fair trade, commerce équitable, mais c'est vrai que ça a un peu aujourd'hui ça se renouvelle quand même pas mal, mais il y a eu un moment où ça manque un petit peu de dynamisme. Et du coup, on s'est dit, c'est vrai que si t'as envie que les gens s'engagent, faut arrêter faut arrêter ce contexte anxiogène, tu vois. Moi, je regarde quasiment plus, je suis quasiment plus les infos parce que en fait ça me déprime beaucoup trop, et on a eu cette volonté de casser ça en se disant, nous on va essayer de se concentrer sur le positif et de montrer que si t'as envie d'aider, on te donne une solution qui est pas trop compliquée, qui te fait pas culpabiliser, qui te demande pas de donner encore plus d'argent, un truc simple et un truc qui va te faire que tu vas te sentir un peu mieux en participant à ce projet. Mais qui peut créer la conversation aussi, parce que finalement, vos premiers produits, c'est des produits, comme on disait, festifs, ou en tout cas de partage, tu vois. Enfin, le packaging, finalement, quand t'achètes du Ramdam, tu manges rarement tes chips tout seul ou tes cookies tout seul, même s'il y a beaucoup de gens qui mangent des cookies tout seul. Mais tu vois, ça crée la conversation aussi, mais comme tu le dis, sur un côté non culpabilisant, et on a tout de suite fait une bonne action, en fait, donc ça lève le problème, et après on peut avoir un débat serein, quoi. Les produits apéro, les produits de goûter, ils sont venus en se disant, quand est-ce que tu refais le monde avec tes potes, avec ta famille, c'est l'apéro. Donc on trouvait ça chouette que la marque, elle soit présente dans ces moments-là, dans ces moments où tu dis, voilà, où parfois ça peut être assez désagréable au final, parce que t'es pas toujours d'accord avec les personnes avec qui tu prends l'apéro, mais il y avait cette idée de, on est là quand on refait le monde. Et il y avait aussi cette volonté de se dire que t'es dans les moments sympas, mais aussi il y avait un intérêt commercial qui était de te dire à quel moment tu vas ramener des produits chez tes potes, au moment de l'apéro. Et donc comme ça, c'est un moyen aussi de développer le bouche à oreille, avec toujours cette réflexion de, il faut qu'on coupe des coûts, donc on fera jamais de grosses campagnes de com, de grosses campagnes de marketing, puisqu'on n'a pas la thune pour ça. En revanche, le bouche à oreille pendant les apéros, tu vois, c'est un truc sur lequel on peut se reposer. J'y crois 100%. Et d'ailleurs, à Noël, nous, dans la famille, on se répartit le repas, chacun prend un truc, tu vois. Et nous, cette année, c'est tombé que quelqu'un nous dit, vous prendrez du saumon. Donc nous, on n'était pas très OK. Mais du coup, on a été chercher de la truite fumée chez les nouvelles fermes, tu vois. Et on a volontairement gardé tout le packaging et tout. Et quand on est arrivé et que tout le monde dans la famille déballe un peu ses courses, nous, on a dit, au fait, nous, on n'a pas pris du saumon, on a pris de la truite fumée, mais elle est faite à Bordeaux. On y a été avec les enfants, on a pu voir les poissons, etc. Et tu vois, et tu mets le sujet sur la table, et du coup, ça arrive plus, c'est plus doux, en fait. Et bref, aparté. Non, mais c'est un super aparté. C'est trop bien d'aller visiter les nouvelles fermes. C'est hyper intéressant, effectivement, pour les grands, pour les petits, de voir le circuit avec les truites. Et du coup, sur le fait de casser les codes, donc on a parlé du packaging, mais toutes les personnes qui connaissent peut-être pas peuvent aller chercher, googler et faire Google Images Ramdam Social. Vous verrez, c'est des couleurs vives. Il y a de l'humour aussi dans les contenus. Je sais que ça, c'est un côté très homemade, do it yourself, quoi. Vous faites tout maison, quoi. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un truc aussi qui vous éclate, mais ça a un impact fort finalement sur votre développement, quoi. Je pense qu'il y a deux réflexions au début. Moi, chez Innocent, on faisait ce qu'on appelait des back stories, où on racontait des histoires. Et en fait, t'avais plein de gens qui nous écrivaient en disant que c'était trop cool au petit déjeuner
lire les histoires. Donc la volonté de pas faire un contenu chiant, ça c'est dès le début. Et autre apprentissage de l'innocence, c'est quand t'as pas de thunes, soigne ton pack, parce que c'est ton premier et seul lien avec ton consommateur. Donc tu parlais du nom. Le nom, pour le coup, on a travaillé avec Romain Inal, qui est un de mes copains de chez Innocent et qui est un super copywriter. Si il y en a qui cherchent, je le recommande les yeux fermés. Et ce qu'on a aimé avec Ramdam, c'était, tu vois, le fait de, en fait, ça ramenait dans notre mémoire avec Luco des souvenirs finalement assez semblables, avec ta grand-mère qui débarque en pleine cousinade, tu vois, parce que t'as retourné son salon et qui arrive et qui fait, c'est pas un peu fini ce Ramdam, tu vois, cette idée de, en fait, tu fais un joyeux bazar où tu casses les codes, tu casses les règles et en même temps c'est festif et en même temps c'est agréable. Donc quand Romain nous a proposé Ramdam, comme nous on a direct adhérer et en fait je pense que une bonne idée créative, c'est quand tu peux tirer le fil pendant 1 heure et t'as plein d'idées qui te viennent. Et là avec Ramdam, il y avait le bruit, il y avait la fête, il y avait, enfin donc on s'est dit direct c'est celui-ci. Et après pour le packaging, il y avait cette même volonté de casser les codes en se disant, si t'as envie de montrer que t'es différent des autres, tu peux pas faire comme les autres. Et pour le coup c'était un pari un peu plus risqué, puisqu'on a travaillé avec Baptiste et Florian de Green Story, que je ne connaissais pas du tout, mais qui était une agence qui faisait du web, donc qui n'a jamais fait de packaging de sa vie, qui avait pas les codes. Mais je me suis dit, en fait, c'est en travaillant avec des gens qui ont jamais fait ça qu'on va arriver à faire des trucs qui n'ont jamais. Oui, ils allaient pas tomber dans les mêmes. Ouais, c'est ça. Ils allaient pas reprendre les mêmes pots pour faire les mêmes soupes, quoi. Et du coup, on est allé sur des couleurs que tu vois pas trop normalement dans tes rayons. Tu vois quasiment pas notre marque. Ce qu'on a mis en avant, c'est m'acheter, c'est faire un don, parce que en fait, on s'est dit qu'on avait envie d'être connus pour ce qu'on faisait, pas pour qui on était. Même si vous vous mettez quand même beaucoup en scène aussi, plus sur les réseaux, quand même. Ouais, alors ça, malheureusement, malgré moi, Clem, qui est notre responsable com, nous encourage beaucoup à le faire. Moi, c'est clairement pas mon truc, mais... Oui, parce que tu t'es retrouvé même sur des photos de produits, etc. Enfin, t'as donné ta personne, vraiment. Ça a été le post le plus dur à poster. Tu sais, je pense que j'ai mis au moins 15 minutes à me dire, allez, appuie sur le bouton. Oui, on parle de la promo pour les serviettes hygiéniques, parce que on a beaucoup parlé des chips, des biscuits, etc. Mais aujourd'hui, tu peux peut-être nous dire l'étendue des produits existants qu'on peut retrouver et acheter. Nous faire cette petite listing. On a 15 produits aujourd'hui, qu'on a commencé avec donc des chips, des biscuits apéritifs et des cookies, parce que en vrai le plaisir, c'est le premier driver d'achat en grande surface. Et c'est beaucoup plus facile de convaincre un Français avec un bon produit gourmand qu'avec autre chose. Mais très rapidement, on avait pour volonté d'être un modèle. L'idée, c'est que tu fais vraiment tes courses quotidienne et que toutes tes courses aident, du PQ au gel douche, au paquet de chips. Et donc on voulait montrer ça, ce côté modèle, et pas juste on est une marque sympa pour l'apéro. Donc en novembre, on a lancé des produits pour agir contre un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la précarité menstruelle. Qui est un sujet trop peu connu finalement et trop peu médiatisé aussi. Exactement, mais en gros, tu as 3 millions de femmes qui sont sujettes régulièrement à la précarité menstruelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont leurs règles et que elles n'ont pas de quoi s'acheter un tampon ou une serviette. Donc ça peut paraître anecdotique comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu sors pas de chez toi parce que t'as honte, donc tu vas pas travailler, tu vas pas à l'école, tu te sens sale, et donc du coup il y a plein d'impacts sur ta santé, sur ton bien-être, mais aussi sur ton quotidien financier, puisque si tu vas régulièrement pas travailler, tu risques de perdre ton boulot. Sur la santé aussi, comme tu disais, parce que les alternatives, elles sont pas terribles. Ouais, c'est tu mets du papier toilette, c'est pas très clean pour toi. Donc on a fait ce grand écart là, et en fait on l'a depuis le début en tête, mais un point dont on n'a pas peut-être pas assez parlé, c'est qu'on veut faire uniquement de la production française. Et en fait, des
des producteurs de serviettes périodiques. En France, il y en a pas beaucoup. Okay. Et de tampons, par exemple, il y en a pas. Donc, c'est pour ça que tu trouveras pas de tampons. Mais on a donc ces serviettes périodiques qui permettent de financer une journée de protection périodique à une personne, à une femme, avec une association qui s'appelle Don Solidaire. On a des plats cuisinés qui sont faits à Carpentras et qui vont permettre de financer des portions de fruits et légumes avec une association étudiante qui s'appelle Linky Entraide étudiante. Le but, c'est que les étudiants puissent se concentrer sur leurs études et pas à réfléchir à comment ils vont faire pour pouvoir manger le soir. Et on a aussi des lavants pour les mains, des pousse-pousse qui sont faits en Auvergne, et c'est encore avec le SAMU social cette fois-ci pour financer des douches pour des femmes qui sont en très grande précarité. Excellent, franchement bravo. Et j'imagine qu'il y a donc du coup d'autres produits en tête là sur la roadmap. Oui, carrément. Et peut-être aussi d'autres partenariats avec d'autres assos ou ONG ou entreprises prévus. Ouais, on a beaucoup de chance, c'est que on est encore tout petit et pas très connu, mais on commence déjà à avoir des associations qui nous contactent pour travailler ensemble, des producteurs aussi. J'ai vu votre démarche, je la trouve super. Moi, je sais faire ça. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous. Du coup, on travaille pas mal main dans la main avec les distributeurs aussi, en leur disant voilà, on considère ce produit avec ce partenaire associatif, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça peut bien s'intégrer dans vos magasins, et on va lancer des nouveaux produits en septembre. Top. Bon, on va suivre ça. C'est plus facile aujourd'hui de lancer finalement un nouveau produit qu'au tout début ou pas? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez mis en place, et c'est un des trucs que j'aimerais avoir, vous avez mis en place peut-être aussi finalement des process, ou en tout cas, il y a des bonnes pratiques de façon de travailler avec des producteurs, de bonne façon de travailler avec les assos, avec les distributeurs. Finalement, il y a comme une sorte de... J'ai pas bien envie de faire ce anglicisme, mais un framework, ou en tout cas une méthode un peu Ramdam, tu vois, qui est sortie de ça. Alors c'est plus facile, oui et non. Dès le début, on avait un cahier des charges assez spécifique sur le produit qui n'a pas bougé, donc qui est toujours là. Tu vois, par exemple, on aimerait beaucoup faire des tampons, mais on trouve pas de producteur de tampons, donc on n'en fait pas. Donc le cahier des charges, il est là depuis le début. C'est plus facile aujourd'hui d'aller voir un producteur ou une association, de lui expliquer le projet, parce qu'aujourd'hui c'est concret. Ouais. On a des chiffres à partager. Donc c'est plus facile de le convaincre. En revanche, il y a des trucs qui changent pas. C'est trouver le bon producteur, le bon produit. Il y a toujours une part de risque, il y a toujours une difficulté à le trouver, à être au bon prix aussi, de se dire je vais pouvoir générer de l'impact social pour une association sans que ça devienne trop compliqué à suivre financièrement. Et t'as aussi cette on n'en a pas parlé depuis le début, mais produire, ça coûte cher. Ouais. T'as souvent un décalage entre le moment où tu produis et le moment où on t'achète tes produits. Et donc, il faut avoir quand même une certaine santé financière pour pouvoir s'étendre. Ok. Dans tout ça, donc là, on parle des process, il y a ce fameux cahier des charges, etc. Après, au quotidien, ça se traduit comment un petit peu dans la vie de l'équipe? Est-ce qu'il y a des façons de travailler particulières chez Ramdam, mis à part le fait d'accepter d'être sur les réseaux et de faire des blagues sur TikTok, mais que vous faites extrêmement bien, je dois le dire. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu des choses qui font finalement la culture d'entreprise, finalement, qui se construit aussi de jour en jour chez Ramdam? Hyper rapidement, on a... tout le monde nous avait dit la réussite d'une start-up, ça, c'est aussi par les personnes que tu recrutes, et c'est une grande difficulté aussi pour les startups de se dire est-ce qu'il faut que tu recrutes des personnes qui te ressemblent, parce que nous, le binôme avec Luco, il marche hyper bien, donc tu fais rentrer d'autres personnes
t'as un peu peur de casser le truc. Donc, est-ce qu'il vaut mieux qu'on recrute des personnes qui sont comme nous, ou est-ce qu'il faut qu'on recrute des personnes qui vont compenser nos lacunes ou qui vont nous permettre d'être encore meilleurs sur des sujets qu'on maîtrise moins bien? Donc, on s'est très rapidement alignés tous les deux sur les profils qu'on voulait recruter. Donc, il faut évidemment cette motivation sur le projet. Je pense que c'est la première chose qu'on vérifie. Est-ce que l'impact social c'est vécu au quotidien? Est-ce que et honnêtement, il y a des gens qui on a été surpris, il y a des gens qui venaient pas forcément pour ça. Il y a aussi le côté tu pourrais penser qu'il y a un côté bisounours dans Ramdam. Ouais. En fait, tu peux pas avoir un côté bisounours parce qu'il faut aller hyper vite. Donc, il a fallu aussi qu'on vérifie ça, tu vois, que les gens venaient avec une envie d'aller très vite et avec une capacité à jongler entre 40 000 projets en même temps sans que ce soit générateur de stress. Donc, ça, enfin voilà, le type de profil qu'on recherche dans Ramdam, on l'a assez rapidement défini et ça fait partie de malheureusement nos rares process, parce qu'aujourd'hui notre problème c'est comme on a grossi très vite, c'est qu'on a besoin de processer et les process qu'on met en place en général ils sont valables 3 mois. Ouais. Donc on est tout le temps en train de reprocesser. Parce que là oui ça vous avez lancé vous allez fêter bientôt les 3 ans finalement. On a créé la boîte en mars 2023. Ok, ouais, bon, ça va encore plus vite que ce que je pensais alors. Mais mars 2023 et aujourd'hui vous êtes combien? Aujourd'hui on est 14. Ouais. Et vous allez recruter encore ouais, pour la rentrée prochaine, peut-être avec les lancements de nouveaux produits. Exactement. Aussi le point c'est qu'on a voulu créer la boîte à Bordeaux. Parce que on adore cette ville, parce que aussi on trouve que c'est un peu le rôle des entreprises de créer de créer des entreprises en dehors de Paris, soyons honnêtes. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Paris. Donc on a les 2/3 de l'équipe qui sont à Bordeaux, mais on a aussi 1/3 de l'équipe qui est à Paris. Et du coup, il faut arriver à jongler, à créer un esprit d'équipe avec la distance et arriver à créer des process qui fonctionnent pour les deux parties d'équipe sans handicaper l'une ou l'autre. Ouais. Donc, qui est en fait cette unité malgré la distance entre les deux. Donc toi tu vas souvent à Paris, tu fais souvent les allers-retours. Luco aussi j'imagine. On va bientôt clôturer. Il y a plein de trucs que j'ai pas abordés, mais c'est normal. Je pense que j'avais fait trop de questions par rapport à tout ce que je voulais. Non, pas du tout. Mais j'aimerais comprendre aussi le binôme entre cofondateurs aussi. Comment vous travaillez ensemble? Est-ce qu'il y a des discussions particulières? Comment vous prenez des discussions aussi? Tu l'as dit, vous avez des profils peut-être différents, même sur le côté caractère, comme tu disais, positif et moins positif. Comment ça rime tout ça? Parce que parfois, quand on est à deux, c'est difficile de trancher, quoi. Si y en a un qui est d'accord, l'autre pas d'accord, comment on avance? En fait, depuis le début, on est assez alignés. Donc on a été rarement confrontés à des désaccords. En général, quand on n'est pas d'accord, on arrive assez rapidement à trouver un terrain d'entente. Donc c'est vrai que on a conscience que souvent les échecs dans l'entrepreneuriat, ça vient des fondateurs de l'association. Nous, on l'a jamais trop vécu. Néanmoins, on nous a fortement encouragés à rencontrer un coach à un moment. On l'a pas fait longtemps, on a fait genre 4 sessions. Ouais, mais déjà. Mais en fait, c'était hyper utile comme rendez-vous. Ça nous a montré comment est-ce qu'on fonctionnait et comment est-ce qu'on perdait de l'énergie et comment est-ce qu'on en regagnait. Et du coup, ça a été hyper utile. C'est un outil qu'on utilise souvent maintenant parce que je sais ce qui fait que Luco va perdre un peu d'énergie et ce qui va l'aider à en regagner et vice versa. Et souvent, c'est marrant parce que quand on détecte que l'autre est en train de perdre un peu d'énergie, on va utiliser les drivers pour en faire regagner, et du coup ça nous fait beaucoup rire parce que on le fait de manière pas très discrète, pas très habile. Et alors toi, c'est quoi qui te fait gagner de l'énergie et perdre de l'énergie?
Moi, il y a plein de trucs, mais il y a la liberté versus la contrainte. Ok. Si tu me mets beaucoup de contraintes, je suis assez docile, donc je vais le faire, mais je vais m'éteindre. Ouais, tu vas pas prendre de plaisir. Ouais. Ok. Et trop intéressant. Et t'as commencé à dire les échecs, on sait que c'est souvent les fondateurs, etc. Quand on se lance, on reçoit 1001 conseils de non sollicités, souvent, de plein de gens. Souvent dans les podcasts, on demande c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné, etc. Mais là, je vais un peu renverser la vapeur parce que je pense que vous en avez eu plein des mauvais conseils aussi que vous avez dû forcément ne pas écouter. Donc est-ce que tu as un pire conseil à me partager et comment tu as capté que c'était nocif et que vous n'avez pas écouté? Je sais pas si c'est un pire conseil, mais c'est une tendance qu'on avait quand on exposait le projet au tout début. En fait, quand on a exposé le projet, on s'est dit, on se laisse 9 mois pour vérifier que le projet fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionne? Enfin, on s'était donné des objectifs très précis. Ça veut dire soit avoir un distributeur en 9 mois, soit avoir un peu de financement, notamment pour ces problématiques de prod que je t'exposais juste avant. Et du coup, on a commencé à aller voir des business angels assez rapidement en prenant des business angels experts. Tu vois, on n'a pas fait de love money, mais on allait voir des mecs qui travaillaient chez Danone, enfin dans des grands groupes. Et la réponse qu'on avait souvent au début, c'est redistribuer 10% de votre chiffre d'affaires en production française. Mais enfin, vous êtes mignons, mais enfin, si c'était faisable, enfin, il y a bien longtemps que tout le monde l'aurait fait. Et en fait, au début, quand toi, t'as fait ton PNL, t'as ta structure de coûts, enfin, comme on a entrepris assez vieux avec Luco, c'est des trucs qu'on sait bien faire. Toi, tu dis, mais je comprends pas. Enfin, moi, dans mon PNL, ça tient, mais t'en viens à douter et à te dire, qu'est-ce que j'ai pas vu, en fait. PNL, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Profit and Loss. Donc, bon. C'est vraiment notre structure de coût. Exactement. Entre l'argent qui rentre. Qu'est-ce qui rentre? Exactement. C'est si vous faites si certains connaissent le business model Canvas, en gros, c'est un peu les 2 dernières cases tout en bas. C'est, et en effet, désolé, je t'ai un petit peu coupé juste pour parler de ça, mais c'est vrai que quand toi t'as bien fait ton truc, mais par contre, on te le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc., ça doit être, il y a un côté, encore une fois, est-ce qu'il y a une fond de vrai? Est-ce qu'on doit les écouter, pas les écouter? Et parfois, enfin, quand t'es vraiment, ça paraît évident, mais quand t'es vraiment convaincu de quelque chose, il faut continuer. Et nous, honnêtement, je veux pas donner de leçons parce qu'on a eu de la chance, on a réussi à convaincre des personnes assez rapidement. Tu vois, on a commencé à pitcher le projet en avril et on a eu un accord avec Carrefour en septembre et on a eu aussi quelques financements de business angels qui nous ont suivis. Donc j'ai beaucoup de chance. Oui, mais la chance c'est quelque chose que vous avez finalement, enfin voilà, ça fait un peu phrase toute faite, mais provoqué en bossant, en ayant verrouillé un petit peu plein d'aspects de votre projet pour que ça soit solide en fait. Vous aviez quand vous alliez en effet pitcher, etc. Et d'ailleurs, moi je vous ai vu quelques fois pitcher et à chaque fois que vous pitchez, souvent vous faites quand même un sacré effet. Ça prouve aussi que vous êtes solide sur vos appuis, quoi. C'est que il n'y a pas trop de questions où on peut vous prendre à défaut, à la fois sur l'aspect production, distribution, mais aussi le volet associatif. Enfin, finalement, la chance, c'est peut-être ça aussi, d'avoir bien sécurisé tous les aspects du projet. Peut-être. Je me suis mis à réinterviewer il y a pas longtemps là des gens que j'avais eu il y a 4-5 ans sur le podcast parce que du coup ça donne des conversations très intéressantes. Du coup, si on se revoit dans 4-5 ans, on en sera où avec Ramdam Social? Là, en 1 an, on a pu 1 an de commercialisation. On a pu cofinancer 450 000 aides concrètes. Donc, enfin, c'est trop cool. Après, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais nous, notre KPI principal qu'on traque, c'est celui-ci. C'est le nombre d'aides concrètes qu'on arrive à générer. Et donc, si tu me dis dans 5 ans, normalement, dans 5 ans, on sera à 5 millions d'aides concrètes générées. Et du coup, ça implique plus de produits,
plus de magasins et aussi une petite expansion dans des pays frontaliers. Okay. On a trop de chance, il y a des distributeurs en Belgique, en Espagne qui commencent déjà à nous faire signe. Je pense que c'est un peu trop tôt aujourd'hui, mais d'ici 5 ans, ce sera fait, c'est sûr. Bon, génial, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va clôturer là. Est-ce que tu as une dernière reco à me faire ou un message à passer aux personnes qui vont nous écouter, qui nous ont écouté jusque-là après plus d'1 heure, tu vois? Tu m'as dit, je pense pas pouvoir parler 1 heure finalement. Tu vois, on avait eu de quoi? Tu m'avais demandé quelque chose qui m'avait... que je recommanderais plus sur la culture, je pense. Ouais. Il y a 1 an, on a fait un partenariat avec le festival du Fou Rire de Bordeaux, où on a été toujours dans cette idée de se dire, si tu veux que la solidarité ce soit pas chiant, qui est-ce qui peut vanner sur la solidarité et te faire passer un bon moment en même temps? C'est les humoristes. Donc on avait été déposer plein de produits Ramdam dans les loges des humoristes, et on a sympathisé avec plein d'humoristes, notamment Walidia. Et je suis allée à son spectacle, il était à Bordeaux il y a 1 semaine, qui s'appelle 1 heure à tuer. J'ai tellement ri, j'ai vraiment tellement ri, ça fait du bien, c'est engagé, mais c'est drôle. Et il repasse au Pain Galant et ensuite à l'Arkea. Ok, pour les Bordelais qui nous écoutent. Dans les 2 mois, et de toute façon, il est pas tout en France, mais voilà, c'est très drôle. Ok, trop bien, Walidia, en effet. Et à travers ça, t'as fait passer aussi une petite une idée qui peut paraître un peu... encore une fois, c'est des idées un peu pirates. Je sais pas si on peut les appeler comme ça, mais c'est de se dire, tiens, on n'a pas de budget pour payer des influenceurs, entre guillemets, mais comment on peut finalement essayer de toucher certaines personnes qui ont de l'audience? Parce que suite à ça, il y a quand même beaucoup d'humoristes qui ont repartagé sur les réseaux sociaux. Wally, mais Laura Domingue, Lilia Benchaban, Hakim Jemili. Ouais, c'est ça qui est génial. Où est-ce que on te suit, ou si les gens qui ont envie de vous apporter du soutien ou de te contacter, t'envoyer un message, plutôt LinkedIn? Ouais, LinkedIn, soit directement me contacter, soit sur Ramdam Social, et c'est pareil sur Insta. Ouais. LinkedIn ou Insta, c'est les plateformes sur lesquelles on est les plus réactifs. Et évidemment aussi le site web à suivre, parce qu'on peut voir l'évolution à la fois des magasins et l'évolution des dons. C'est surtout ça qui est intéressant. Merci infiniment, Julie. Merci. J'ai adoré ce moment, c'est trop cool. Hâte de voir la suite, parce que franchement, à la vitesse où vous allez, et je sais qu'en plus il va se passer plein de belles choses que tu m'as dit en off. Donc merci à toi, et tout le meilleur pour la suite. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.